Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 12 septembre et à la une de cette édition, une nouvelle compagnie 100% mahoraise est sur le point de voir le jour. AB Travel & Tour va lancer d'ici la fin de l'année la nouvelle compagnie afin de proposer des liaisons régulières et directes entre Mayotte et La Réunion. 2 millions d'euros ont été investis afin de bloquer un Boeing 737-400 qui sera loué pendant 3 ans à la compagnie grecque Air Mediterranean. En ce qui concerne le prix des billets, il devrait osciller entre 350 et 450 euros avec une consigne bagage de 2 fois 23 kg par personne. Le point complet dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Mayana Air, Caribou Airlines, Air Mayotte, Alizé Fly, autant d'idées qui ont été proposées pour nommer la nouvelle compagnie Made in Mayotte. Si tout n'est pas encore réglé et que le nom devrait être décidé samedi, les actionnaires mahorais souhaitent que les premiers vols entre La Réunion et Mayotte soient effectifs au plus tard en décembre. Alors il y a plusieurs aspects dans l'aérien, donc on a plusieurs aspects réglementaires, on a plusieurs démarches auprès de différents prestataires à faire. Donc vu que nous souhaitons partir sur La Réunion, Saint-Pierre et Gilo, donc nous devons rencontrer les interlocuteurs sur place. Donc il y a toute une démarche qui sera faite à partir du mois prochain pour partir à la rencontre de ces partenaires, de renégocier certains tarifs, d'essayer de voir les propositions. Et puis à partir de là, je pense qu'on sera bien amené on sera prêt à lancer cette activité. Dans un premier temps, 4 vols aller-retour seront proposés par semaine. Le Boeing 737-400 sera piloté par les pilotes d'Air Mediterranean. Concernant la fiabilité de cet appareil, des garanties semblent avoir été apportées afin d'éviter les déconvenues. Le 737 400 est un appareil qui a déjà fait ses preuves. C'est un appareil qui a fait ses preuves. Nous avons même, nous, en interne, envoyé une équipe d'experts techniques pour aller inspecter l'avion sur place en Grèce. Donc on a eu le rapport d'inspection qui a été très positif. Nous avons sollicité aussi certaines structures qui travaillent avec cette compagnie au niveau de la maintenance, donc on a eu des très bons échos. Ouais. Donc pour nous, le choix était évident et donc c'est un appareil qui est tout à fait adapté pour Mayotte. À l'exception des pilotes et des commandants de bord, tout le reste du personnel sera sous les couleurs de cette nouvelle filiale. 30 nouveaux emplois directs devraient ainsi être créés sur 1 an. Néanmoins, l'objectif n'est pas de faire de l'ombre à Air Austral, mais de travailler avec toutes les compagnies afin, pourquoi pas, de proposer des vols Mayotte-Paris via La Réunion à des prix très compétitifs. La politique de la société, c'est pas d'être un concurrent direct, mais plutôt d'être complémentaire. C'est ça. Voilà, d'être complémentaire avec Air Austral. Ouais. Aujourd'hui, d'offrir une nouvelle, on va dire une nouvelle gamme ou même des nouveaux horaires aux Mahorais, aux usagers. C'est de pouvoir proposer des connexions. Maintenant, pour ces connexions-là, pour le confort des usagers, le mieux c'est qu'on puisse avoir des accords avec ces compagnies-là. Donc c'est pour ça que pour le moment, nous n'avons pas établi nos programmes de vol. Donc, nous travaillons sur cela pour pouvoir permettre aux passagers d'avoir une connexion directe avec ces compagnies-là. 161 personnes pourront être transportées à chaque vol de la compagnie. En 2020, l'objectif serait de proposer 2 vols par jour, et ce, 7 jours sur 7. En ce qui concerne les grilles tarifaires, elles ne sont pas encore définies, mais la fourchette devrait osciller entre 350 et 450 euros, le tout sans variation au cours de l'année. Et la situation dans les airs ne cesse de faire polémique à Mayotte. En effet, les attentes autour de la piste longue sont source de crispation. Depuis quelques jours, plusieurs voix se sont élevées suite à la non-signature d'une pétition demandant la piste longue par des élus. En ligne de mire, Rouka Hadji, maire de Chirongui, et Saïd Omar Wali, maire de Dzaoudzi, l'abattoir. La première nommée a souhaité répondre aux accusations. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. Ce gouvernement fait 1,6 milliard. Et Rouka Hadji et son équipe, c'est plutôt son investissement là. C'est comment prendre part. Elle va prendre part pleinement de ce 1,6 milliard dans sa commune. Mais Roukia, je regrette cette polémique, cette manière encore de monter les uns contre les autres, alors que l'ensemble des élus mahorais se battent pour cette piste longue. D'accord. Donc clairement, Roukia, vous et Saïd Omar Wali, vous êtes favorable à cette piste longue. Oui, on est bien d'accord. Bien sûr, mais oui, mais entièrement d'accord. C'est pour ça ce sujet-là, chaque fois que je me rends à Paris, c'est un sujet, encore une fois, que je mets sur la table, que ce soit à l'Élysée ou à l'Outre-mer.
Ouais. Et encore, il ne faut pas monter les Mahorais les uns contre les autres. Oui. C'est vraiment regrettable, c'est regrettable. Ouais. C'est regrettable. Tout autre sujet maintenant. La pêche illégale continue de sévir sur le territoire. Il y a quelques jours, c'est un apnéiste qui a été interpellé au large de Bandrélé. Dans sa pirogue, plusieurs poulpes et mollusques protégés et interdits à la pêche ont été retrouvés. Un acte sévèrement puni par la loi et pour cause, les conséquences de ces prélèvements illégaux sur l'environnement sont majeures. Un an après l'arrêté préfectoral regroupant toute la réglementation relative à la pêche à Mayotte, le parc marin rappelle ce qui est permis et ce qui ne l'est pas sur le territoire. Un reportage signé Marion Tellier. Pour lutter contre la pêche illégale, la réglementation est un outil clé. Elle est ici appliquée selon différents niveaux. Aux décisions nationales, s'est ainsi ajouté un arrêté préfectoral spécifique aux particularités de Mayotte, de son lagon et des espèces animales qui l'abritent. Un arrêté réactualisé il y a un an jour pour jour. Sa signature avait vocation à regrouper l'intégralité des documents qui le précédaient et à rajouter les nouvelles mesures nécessaires. Parmi les plus importantes figure l'interdiction de vendre du poisson pour toute pêche dans un cadre non professionnel ou encore le respect du quota de pêche qu'un plaisancier doit suivre. Un pêcheur de plaisance n'a pas le droit de pêcher plus de 20 poissons par jour sur son bateau. Donc à partir du moment où on a pêché ces 20 poissons, on est censé s'arrêter et rentrer chez soi. Donc ce quota, il ne s'applique pas aux espèces de petits poissons pélagiques, comme les sardines, les maquereaux. C'est des espèces qu'on considère être moins sensibles, et on sait que quand on tombe dessus, on peut en pêcher beaucoup plus. Et puis 20 sardines, ça ne représente pas non plus une pêche miraculeuse, quoi. Donc sur ces espèces-là, ce quota ne s'applique pas, mais sur toutes les autres espèces, que ce soit du thon, que ce soit des mérous, des vivanos, des poissons de récif, c'est 20 poissons maximum, toutes espèces confondues. Toutefois, information pédagogique et mesures répressives ne parviennent ici pas à venir à bout du phénomène de pêche illégale. Il y a quelques jours, les agents du parc naturel marin de Mayotte assistaient à un triste spectacle, la trouvaille du butin d'un apnéiste, une pirogue pleine de poulpes et de mollusques interdits à la pêche au large de la passe de Bandrélé, un fait loin d'être isolé et des conséquences dramatiques sur l'environnement marin. Toute forme de pêche sous-marine est interdite à l'intérieur du lagon de Mayotte. Que ce soit avec un fusil ou sans fusil, encore moins avec des bouteilles de plongée bien évidemment. Cette réglementation, elle était avant tout prévue pour limiter les captures sur les récifs frangeants, sur les récifs qui sont en bord de côte, parce que sinon c'est très facile, on n'a pas besoin d'embarcation, on n'a pas besoin de bateau pour aller pêcher. Donc ça aurait été vraiment des risques de vider les stocks en très peu de temps. Maintenant, elle s'applique également sur les récifs un peu plus au large et donc ça reste très justifié parce que ça rajouterait de la pression de pêche sur un endroit qui est déjà très soumis à cette pression de pêche. Une infraction fréquente, sévèrement punie par la loi. Le piroguier en question, interpellé au large de Bandrélé, s'est ainsi vu écoper d'une amende de 22 500 € et d'une saisie de matériel. Le parc marin rappelle également l'importance de respecter les périmètres de réserve sous-marine interdites à la pêche sous toutes ses formes. Il est possible de consulter l'arrêté référent en ligne pour prendre connaissance de ces zones, mais aussi des autres mesures de protection du lagon. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Sarah Ibrahima, chef de service bibliothèque et fonds iconographiques des archives départementales. À ses côtés, Ibrahim Hamada, chef de bureau identité et langue. Messieurs, dames, bonsoir. On commence avec vous, honneur aux dames. Ces journées, vous êtes ici pour nous parler des journées européennes du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cet événement qui n'est pas le premier à Mayotte, c'est pas la première fois que ça va avoir lieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces journées européennes du patrimoine? Alors, bonsoir Pierre Bellucci, bonsoir à tous les téléspectateurs. Les journées européennes du patrimoine, c'est un événement européen qui a lieu tous les ans. Nous sommes à la 36e édition. Donc en fait, comme la France fait partie de l'Europe, évidemment Mayotte, voilà, Mayotte célèbre aussi ces journées européennes du patrimoine. Ils ont lieu tous les ans au mois de septembre et chaque année il y a une thématique qui est décidée. Et cette année, la thématique c'est les arts et divertissements. Donc, alors justement, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'art et de divertissement d'un point de vue patrimoine? C'est vraiment l'art culturel, c'est la culture.
Ça rassemble quoi exactement? Ça rassemble la culture populaire, tout ce qui fait notre patrimoine, notre identité. Donc ça peut être aussi bien, comme chez nous, les archives, que les danses traditionnelles, c'est du divertissement, que l'art culinaire, que l'art j'allais dire tout ce qui est maquillage pour les mariages, tout ça, ça peut englober, ça englobe beaucoup de choses, cette thématique. Effectivement, c'est une thématique très large. On va revenir un petit peu plus dans le détail. On va parler aussi des archives. Mais avant, je me tourne vers vous, Ibrahim Hamada. Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'identité, de langue. C'est un sujet qui revient partout. Et on sait qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait au niveau du conseil départemental, notamment pour faire en sorte que la langue mahoraise, on s'accorde sur ce qu'est le shimaoré, à terme aussi le kibushi, toutes ces langues effectivement qui font l'identité d'un territoire. En quoi c'est important? Bonsoir. En fait, c'est très important. Tout ce qui est patrimoine, c'est très important. Les langues font partie d'une richesse d'un territoire. La France a le français, et d'autres langues qui sont dans la France, le breton, l'alsacien, le catalan, et donc le shimaoré aussi. Et parfois à l'intérieur même des patois oui, qui absolument, diffèrent. Absolument. Et ce sont toutes ces langues-là que je ne parle pas de dialecte, je parle bien de langue, puisqu'elles sont structurées, sujet, verbe, complément, etc., etc. Et par rapport à cette journée européenne du patrimoine, pour sauter sur ce qu'elle disait ma collègue Sarah, nous allons travailler sur les cérémonies, les habits, et dans les cérémonies. Parce que mine de rien, les habits font partie aussi de notre patrimoine. Le mode vestimentaire est très essentiel dans un patrimoine, dans un pays, et c'est ça qui véhicule un peu l'identité de la personne. Donc nous, à la direction de la culture et du patrimoine, nous allons travailler tout ce qui touche l'habit et dans les cérémonies. Alors justement, c'est vrai que l'importance, on le mesure peu, mais dans le contexte de Mayotte, dans le contexte global, c'est vrai que certains disent que par exemple, il n'y a pas forcément de différence entre la tenue vestimentaire traditionnelle comorienne et mahoraise. Et ça, justement, ces journées du patrimoine, elles vont permettre de montrer que non, les différences, elles existent, aussi bien, si ce n'est plus, qu'elles n'existeraient entre les tenues traditionnelles en Belgique ou en France. Tout à fait. Aussi bien la langue des trois autres îles comparée au shimaoré, ça n'a rien à voir. Même si certaines... Il y a des racines communes. Oui, le swahili. Mais pour ce qui nous concerne, le mode vestimentaire chez nous, il est complètement différent du mode vestimentaire de juste à côté, dans les trois autres îles. Donc ce sera l'occasion effectivement de voir exactement qu'est-ce qui se différencie entre notre mode vestimentaire et de celui des îles d'à côté. Et cela permettra de lever tout voile et toute ambiguïté en ce qui concerne notre mode vestimentaire. Je me tourne à nouveau vers vous parce que aussi on parle d'archives souvent lorsqu'on parle de patrimoine parce que finalement c'est le lieu où on stocke ce patrimoine, en tout cas ce patrimoine, souvent les écrits, tout ce qui est le patrimoine, les objets, toutes ces choses qui vont permettre ensuite justement d'écrire l'histoire. Et il y a eu justement un livre important et initié par le conseil départemental là-dessus. Quel est le rôle aujourd'hui de ces archives départementales à Mayotte ? Alors, les archives départementales, les archives tout court, c'est très important ici à Mayotte, essentiellement. On parle de trésors souvent. Ici à Mayotte, essentiellement, dans la mesure où nous sommes restés une tradition, enfin une société qui était à tradition orale pendant très très longtemps. Donc, il a fallu mener tout un travail de sensibilisation pour qu'on collecte les archives pour pouvoir justement sauvegarder cette mémoire collective afin de pouvoir la mettre à disposition des lecteurs, des chercheurs, des personnes qui souhaitent tout simplement connaître leur histoire, hein, parce que les archives servent à cela. Nous, aux archives départementales, on a une mission de collecte. On se doit de collecter cette mémoire collective. Justement, parce que nous savons... On en est aujourd'hui de ce travail-là, justement. Les archives sont collectées. On pourrait dire qu'on en a beaucoup. On est presque saturé dans le bâtiment qu'on est actuellement
parce qu'on n'est pas en capacité d'accueillir tous les archives qu'on devrait accueillir dans le bâtiment. Ça Donc, prouve aussi qu'il y a une prise de conscience sur l'importance que revêt le patrimoine. De plus en plus, oui, de plus en plus, parce qu'il y a des jeunes qui ont été faire l'université et de par leurs ces archives, travaux, c'est un passage inévitable de lorsqu'on est par en leurs master travaux, voilà, ou leurs ensuite, travaux de doctorant. recherche, et ils sont amenés à consulter des archives pour mener à bien leurs travaux. Donc de plus en plus, effectivement, on est sollicité de plus en plus. Et il faut savoir qu'aux archives, on n'a pas que des archives écrites, hein. On a des archives écrites, on a aussi des archives orales. Donc on a mené des collectes auprès de personnalités politiques. Avec des enregistrements, par Voilà, exemple, audio. tout à fait, oui, des enregistrements audio sur plusieurs thématiques liées à l'histoire de Mayotte. On a aussi un fonds iconographique qui est assez conséquent et on a des ouvrages qui font partie d'un fonds patrimonial qui est d'ailleurs en fait l'objet de l'exposition qui sera inaugurée pour ces journées européennes du patrimoine aux archives départementales. Alors justement, je fais le lien avec ce que vous dites et avec le programme de ces journées européennes du patrimoine, avec le chef de bureau identité et langue. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, faire durant ces journées? Eh bien, durant cette journée, en ce qui nous concerne, au centre Maharaja, ici à Kaweni, le matin, nous accueillerons le public à 8h, 8h30. Nous finirions à 17h. Et pendant cette journée, nous allons voir toutes les manières de se vêtir dans les cérémonies, aussi bien bantou, arabo-musulman, etc., etc. Vous allez voir un shigoma, chetete, biaya, maganja, etc., etc. Et le mode vestimentaire qui va avec. Jusqu'à la fin de la manifestation. Et puis, en même temps, vous allez avoir un panneau, des panneaux d'exposition. Nous allons exposer aussi des panneaux où on va voir ce qu'a mis une personne, un kanzu, je vais le dire en chimaoré, kisbaou, koti, dagla, etc., etc. Ce sont des vêtements locaux qui seront portés. Et ça permettra à tout un chacun de comprendre ce que c'est, pourquoi, comment. Alors justement, un dernier mot là-dessus. C'est vrai que souvent, le patrimoine aussi, ce qui est important, c'est de montrer que c'est aussi de la mixité. C'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a des origines, et les origines, souvent, elles sont multiples. Et justement, c'est pour comprendre aujourd'hui son présent, on dit souvent qu'il faut revenir dans son passé, et c'est aussi ça que vous allez essayer de montrer lors de ces journées. Tout à fait, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, on avance Mayotte, dans le futur. C'est aussi de la mixité. Oui, nous sommes un carrefour en fait. Mayotte est un carrefour culturel, multiculturel. Il faut savoir que pour bien préparer son futur, il faut regarder le rétroviseur. Il faut voir ce qui s'est passé et pouvoir corriger ce qui a été pas bien fait pour pouvoir bien s'en sortir. Je rebondis sur ce que disait ma collègue. Nous avons été une société de tradition orale et nous avons pris les papiers, on écrit maintenant. Il est de notre devoir de conserver cela parce que mine de rien, nos ancêtres ont eu une richesse, nous l'avons hérité, mais nous partirons. Et qui dit que les petits-enfants de mes petits-enfants, est-ce qu'ils vont retrouver ce que nous avons vu? Donc l'objet, c'est pour cela que les archives sont là, c'est pour cela que notre service est là aussi. C'est pour faire en sorte à ce que tout reste valorisé, développé, pérennisé. Merci beaucoup. Juste on rappelle, on vous reviendrait bien sûr nous parler parce que c'est pas tout de suite les journées, ça approche à grands pas, mais c'est pas encore les dates justement, et on reparlera dès la semaine prochaine. Alors les journées européennes du patrimoine, ce sera le week-end du 21 septembre et 22 septembre prochain. Donc au conseil départemental, ça va être inauguré officiellement. L'ouverture se fera aux archives départementales et il y a 3 sites qui sont concernés au conseil départemental par ces journées. Donc la DCP, chez nous aux archives départementales et aussi au musée. Donc aux archives départementales, voilà, au MUMA, au musée de Mayotte. Aux archives départementales, mon collègue a donné son programme, mais il faut savoir que chaque service a son propre programme. Donc chez nous, le 21 septembre, donc le samedi, on aura l'inauguration, l'ouverture officielle avec les officiels donc des Journées européennes du patrimoine au sein du département. Ensuite, il y aura l'exposition sur le fonds patrimonial. Donc en fait, cette exposition, ça va être
le moment phare de l'événement au sein des archives. C'est une exposition sur 13 panneaux, dont les deux derniers sont consacrés à la thématique de cette année. Donc je disais art et divertissement. Après, vous aurez aussi l'occasion de découvrir de tout ce qui est fait chez nous, parce qu'il y aura des visites guidées qui vous permettront de toucher les archives, de voir le bâtiment, qu'on vous explique à quoi servent les archives. Donc voilà, vous pouvez également écouter ce que vous me demandiez tout à l'heure, les témoignages oraux. Voilà. Et voilà, il faut venir sur place et vous verrez beaucoup plus que malheureusement on n'a pas ici le temps de tout expliquer. Mais c'est pour ça que la semaine prochaine il y a notamment une conférence de presse lundi et qu'on en reparlera dès la semaine prochaine, avant l'événement bien sûr, prévu le 21 septembre, le début. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour reparler à nouveau de ces journées du patrimoine parce que c'est quelque chose de très important. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau contrôle du CODAF ou encore le World Cleanup Day. Au montage, Leslie Vionnet. Le 5 septembre dernier, dans le cadre du plan d'action décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF, une nouvelle opération de contrôle de brochetti a eu lieu à Bandrélé, Chironki et Sada. Cette action coordonnée entre les services de la DIECT, de la DAF et de la brigade mobile régionale de la police aux frontières a permis le contrôle de 4 établissements. Plusieurs situations de travail dissimulées et d'emploi d'étrangers sans titre de travail ont été relevées. Elles donneront lieu à des poursuites pénales. Aussi, la recette de 800 € d'un de ces brochetis qui avait déjà été contrôlé a été saisie. L'établissement a cessé immédiatement son activité, compte tenu des menaces pour la santé publique et notamment l'absence des bonnes pratiques d'hygiène et de maîtrise des températures des produits élaborés. La DAF a procédé à la destruction immédiate de denrées alimentaires et déclenché une procédure de fermeture administrative pour 2 de ces établissements. Hier, Dominique Voynet, la future directrice de l'ARS Mayotte, a présenté la ligne directrice de l'institution pour les années à venir. De quoi faire réagir le député Mansour Kamardine. Dans un communiqué, ce dernier souhaite une bonne arrivée à l'ancienne ministre, dont je cite « un des plus beaux départements français, qui est également le plus grand désert médical et hospitalier de France. Je constate avec satisfaction qu'elle se fixe comme mission centrale l'amélioration de l'offre de soins en déployant une stratégie claire. Lors de l'élaboration du document cadre franco-comorien, j'avais pu apprécier son approche responsable de la question migratoire, puisqu'elle était chargée de conduire une réflexion sur le plan de la coopération sanitaire. Le député poursuit avec ces mots « Je relève que la nécessité de réduire le flux étranger est désormais inscrite au cœur de la stratégie d'amélioration de l'offre de soins en quantité, en spécialité et en qualité. Je me suis convaincu que son parcours et sa personnalité permettront d'être mieux entendus dans la haute administration parisienne de la santé. » Alors que le World Cleanup Day aura lieu le 21 septembre prochain, la communauté de communes de Petite Terre a décidé de lancer une grande opération de nettoyage de ses quartiers. Le concept est simple, un samedi, un quartier, un grand nettoyage, samedi. Ainsi, chaque samedi, pendant plus de 3 mois, dans plusieurs quartiers de Pamandzi et de Dzaoudzi l'abattoir, associations locales, scolaires, riverains, citoyens, partenaires privés et agents des collectivités seront mobilisés pour redonner au quartier un état de propreté irréprochable. Pour ce faire, la communauté de communes de Petite Terre a décidé de sortir les grands moyens, 8 camions plateaux, 4 camions grues, 3 bennes de 30 mètres cubes et 26 agents des collectivités locales. Objectif: assainir le territoire, sensibiliser la population et les forces vives locales autour de la propreté de leur territoire et leur quartier. Une bonne manière de pérenniser et de maintenir le niveau de propreté dans ces communes de Petite Terre. Au 1er janvier 2020, les entreprises de plus de 20 salariés vont devoir compter dans leur effectif 6% de travailleurs handicapés. À Mayotte, les entreprises sont soumises actuellement à un nombre de 3% de travailleurs en situation de handicap. Ce chiffre passera à 4% en 2020, puis à 6% en 2022. Un moyen d'insérer les personnes atteintes de handicap dans le monde du travail. À ce titre, des ateliers sont organisés actuellement à Mayotte pour accompagner les acteurs locaux dans l'application de ces réformes. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Ce matin, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, l'AGFIP, organisait avec la Chambre de commerce et de l'industrie son premier atelier collaboratif sur le thème « Obligation d'emploi de travailleurs handicapés, comment y répondre ?» Un atelier éducatif pour expliquer et informer les acteurs locaux sur les différents objectifs de cette réforme.
Depuis début 2018, l'AGFIP accompagne directement les entreprises pour les aider à inclure la question du handicap dans leur stratégie de ressources humaines. Et donc l'action de l'AGFIP est double, c'est soit de l'appui individuel, soit de l'appui collectif. Et donc la réunion que vous voyez aujourd'hui, c'est un atelier de réflexion qui regroupe les référents handicap des entreprises, et il y aura également des partenaires ressources pour les aider à monter des plans d'action. Des plans d'action pour aider les personnes atteintes de handicap à mieux accéder à l'emploi. Les entreprises de 20 salariés ou plus seront celles qui vont devoir revoir leur plan d'embauche pour s'adapter à cette réforme. Aujourd'hui, on a fait un calcul, on est à peu près à 3% d'emplois directs dans ces entreprises-là. Donc il y a encore une marge de manœuvre de 3 à 6%. Et en plus, on est dans un contexte de changement de la réforme sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc l'idée, c'est vraiment de les informer et de se faire s'approprier toutes ces nouvelles contraintes. Voilà. Après, il y a notre difficulté, semble-t-il, sur Mayotte, puisque ça a été constaté ce matin, c'est que les personnes sont difficilement repérables. Voilà, donc c'est un travail en cours, le territoire va travailler sur le sujet, c'est quelque chose qui a été repéré et des réflexions sont en train d'être menées. Des réflexions qui vont permettre d'améliorer le quotidien des travailleurs handicapés. En cas de non-respect de ces 6% à compter de 2022, les conséquences pour l'entreprise peuvent être lourdes. 1500 fois le SMIC horaire multiplié par le nombre de bénéficiaires absents de l'entreprise. À rappeler que le but n'est pas de sanctionner les entreprises, mais de favoriser l'emploi des personnes atteintes de handicap. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.